On va parler ensemble du 13 novembre 2015. C'était il y a 10 ans, tout pile, cette soirée qui a fait basculer la France dans l'horreur. Une soirée que tous les Français se remémorent aujourd'hui. Et on a tous des souvenirs de ce moment où on a appris le drame, l'horreur absolue qui s'est abattue sur Paris, à la fois au Stade de France, à la fois sur les terrasses, à la fois au Bataclan. On va revenir sur tout ça, sur ces images extrêmement marquante d'une capitale française en état de siège. C'était extrêmement impressionnant, dramatique, avec plus de 130 morts, des blessés par centaines, avec des gens extrêmement choqués, que ce soit les victimes, bien entendu en premier lieu, leurs familles, mais aussi les secouristes, les policiers, enfin vraiment tous ceux qui sont intervenus sur ce drame ont été marqués à vie. Et bien entendu, j'ai une pensée toute particulière pour les victimes de ce drame, pour les survivants, pour les blessés, pour leurs proches, et pour tous ceux qui ont aidé, qui ont agi pour permettre d'arrêter le drame, ou alors qui ont aidé à soulager les souffrances des blessés, qui les ont réconfortés, qui les ont transportés vers les hôpitaux. Bref, vraiment j'ai une pensée pour tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par ce drame. On va parler de tout ça, on va parler bien sûr aussi des terroristes islamistes qui ont commis ces attentats ignobles. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui s'est passé, c'est ignoble en tout point ce qu'ils ont commis. On va parler aussi des hommages, on va parler de l'après-attentat, donc avec bien sûr les scènes de communion populaire qu'il y a eu autour de ce drame, avec des milliers de Parisiens et des millions de Français qui ont rendu hommage à ces victimes. C'est vraiment toute une nation qui s'est recueillie et qui s'est unie et qui va le refaire encore aujourd'hui. Mais avant toute chose, je pense qu'il est quand même très important de parler des responsabilités de tout ça avec des archives incroyables. On est en 2013, 2 ans avant les attentats du Bataclan, des terrasses et du Stade de France, et on a des gens qui ont essayé de sonner l'alarme. Mais en face d'eux, ils ont trouvé des grands prêtres de la gauche qui ont refusé de les écouter, voire qui se sont moqués d'eux. On est sur France 2, le journaliste David Thompson essaye d'expliquer à un plateau qui ne comprend absolument rien à quel point le danger est prégnant. Et regardez les réactions. En face, vous avez les gens de l'État islamique en Irak et au Levant, et eux sont dans une logique différente. C'est-à-dire, ils ne combattent plus vraiment Bachar el-Assad, ils se battent contre les autres brigades de ce qui reste de l'armée libre, et ils appliquent la charia telle qu'ils la conçoivent, immédiatement sur les zones conquises, tandis que l'autre groupe préfère attendre la chute de Bachar el-Assad. Lorsque vous posez la question des actes terroristes sur le sol français, tous vont dire que c'est quelque chose de légitime, qu'il faut faire ça quand vous leur posez la question... C'est pas du tout ce que dit Marc Trévidic, le juge d'instruction qui s'est prononcé là-dessus, qui est un très grand connaisseur de la question. C'est pas du tout Marc Trévidic qu'on avait invité ce soir, mais qui ne pouvait pas venir. Alors, laissez terminer David Thompson. Nous parlons des gens qui sont actuellement en Syrie. Je vais juste finir mon propos. Tous n'ont pas l'intention de revenir en France pour réaliser des opérations terroristes. C'est pas du tout leur objectif. Leur objectif aujourd'hui, il est régional. Ce que je vous dis, c'est que dans leur état d'esprit, frapper la France serait légitime parce que son armée est présence. Il faut vous renseigner. Alors, attendez, juste laissez le terme. C'est rare d'avoir un tel brouhaha sur le plateau de Tadei, c'était à l'époque. Normalement, c'est quand même des émissions où les gens s'écoutent, etc. Mais là, c'est extrêmement intriguant et même complètement dingue a posteriori. Mais dans ce plateau qui est normalement assez calme, là, on a clairement tous les gens qui s'exclament en même temps, qui le pointent du doigt, qui se moquent de lui, qui lui disent qu'il a tort. C'est waouh, c'est incroyable cette séquence. Terminé, vous lui sauterez dessus après. Donc vous avez déjà parlé à un djihadiste? Ça veut dire quoi, parler Non, d'un je sais djihadiste? pas. Alors là, en face, l'homme qu'on voit à l'écran, c'est Raphaël Liogier, qui est un type qui a un peu disparu de la circulation médiatique, heureusement, mais qui était vraiment le prototype du gauchiste, vraiment. Et regardez, la séquence, elle est folle. Ils ont recueilli leurs paroles. Donc Vous avez peut-être recueilli leurs paroles, mais nous, on recueille aussi leurs paroles. Non, je pense pas. Je vous assure que si. Non, mais je pense pas. Non. Alors, terminé, David Thompson. Donc, Pourquoi? Parce que la France, c'est l'ennemi de l'islam, c'est Oui, ça? parce que pour eux, par nature, la France est ennemie d'Allah. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans une démarche... Mais tout ce qui n'est pas eux est l'ennemi d'Allah. C'est une secte véridique, c'est pas la France. Ce que je veux dire, c'est que tous vont vous dire, personne dans ces rangs-là, tous ces gens-là qui partent là-bas, défendent l'idéologie d'Al-Qaïda. Mais tous
par exemple, pour quelle raison partent-ils si loin, si l'ennemi est déjà ici? Ils doivent mourir là-bas. J'aimerais bien savoir pourquoi. J'aimerais savoir pourquoi. Ils économiseraient de l'énergie, ça serait beaucoup plus facile. Il faut faire la distinction. Il y a une différence entre le fait de trouver, de penser que cela serait légitime et l'envie de le faire. Ils n'ont pas pour l'instant tous l'envie de le faire. Au sein de Jabhat el-Nusra, tous ceux à qui je pose la question... Ce que je pense, c'est que vous êtes en train de diffuser la représentation qui motive un certain nombre d'individus ici, de Français, qui se représentent cette guerre comme étant un terrorisme potentiel contre le territoire européen qui fait le jeu du populisme parce que pour l'instant, ces deux groupes ont une logique régionale. Aucun ordre n'a été donné pour l'instant au sein des deux groupes djihadistes pour venir frapper l'Occident. C'est là qu'il y a un glissement dangereux. C'est là qu'il y a un glissement dangereux parce que là, on est dans la prévention. Mais est-ce que ça ne va pas servir finalement à permettre des politiques qui vont encore cibler des populations musulmanes? On voit que c'est la crainte de la stigmatisation des musulmans qui amène le plateau à s'énerver contre David Thompson, qui pourtant est mesuré. Il dit voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore d'attentat prévu, mais ça pourrait advenir. 2 ans après, on sait ce qu'il en a été. On a des gens qui sont soi-disant des élites, soi-disant des experts, et qui sont en réalité aveuglés par l'idéologie de gauche, et qui refusent de voir la dangerosité de la situation, la dangerosité de l'islam radical, la possibilité d'actes terroristes sur le sol français, etc. Et le tout avec une arrogance quand même, un mépris assez stupéfiant, et malheureusement, cet aveuglement-là, il a des conséquences concrètes. Quelques années plus tard, on avait Charlie Hebdo et le 13 novembre. Autre élément qui est complètement dingue rétrospectivement, l'attitude des médias, des journalistes français, quant à ceux qui alertaient sur le risque, même pas potentiel, mais sur le risque en réalité avéré, d'arrivée de terroristes parmi les flux de migrants. Vous savez, c'était le grand accueil, la grande ouverture des frontières européennes, notamment décidée par Angela Merkel, mais aussi par tous les dirigeants gauchistes à travers l'Europe. La France, évidemment, était en première ligne sur ce dossier, malheureusement. Et on avait donc cet afflux de migrants venus de Syrie, venant en fait d'un peu partout du Proche-Orient et même d'Afrique subsaharienne, mais c'était principalement en théorie des Syriens. Et parmi ces migrants, il y avait bien entendu un risque d'infiltration terroriste, ce que les journalistes et les gens de gauche de manière générale ont toujours repoussé un peu moqueusement. On a par exemple cet article de France Inter, le service public, réfugié le fantasme de l'infiltration terroriste. Sauf que après le 13 novembre, regardez le changement du titre de ce même article pourtant, des terroristes parmi les migrants, sur un ton interrogatif, mais on ne parle plus de fantasme. Donc là, on voit toute la dégueulasserie de ces gens. Franchement, un mea culpa aurait été la moindre des choses, mais en réalité, ça aurait même pas suffi. Parce qu'avec ce genre de prise de position publique qui ont été répétées, là je vous prends un exemple, mais il y en a eu plein comme ça, il n'y a pas que France Inter qui était concerné. En fait, il y avait un discours qui a préparé. Alors évidemment, on n'est pas dans l'action terroriste de la part de ces journalistes, bien entendu, mais malgré tout, il y a eu une atmosphère qui a permis l'infiltration des terroristes et qui a empêché qu'on se prépare au pire. Cet aveuglement volontaire, suicidaire de la gauche a coûté des vies. En réalité, les victimes du 13 novembre, les victimes de Charlie Hebdo, mais même plus largement les victimes de Nice, Samuel Paty et tant d'autres, ont été condamnées en partie par l'idéologie de gauche qui a refusé de voir le danger, qui a refusé de mettre en application des mesures politiques de bon sens, qu'elle a qualifié d'ultra-giga-droite, mais qui sont en fait juste des politiques de droite, mais même de bon sens. Normalement, quel que soit son bord politique, on est capable de reconnaître le danger qu'il y avait d'infiltration terroriste, et donc théoriquement de mettre des mesures adéquates. Mais donc, tous ces morts, toutes ces victimes du 13 novembre ont été des variables d'ajustement de la politique de la gauche. Elles ont été finalement le prix à payer, volontairement ou non, imposé par la gauche. Le prix à payer du vivre ensemble, le prix à payer de l'ouverture des frontières, le prix à payer de l'aveuglement devant l'islamisme radical, le prix à payer pour la mise en place fantasmée de cette utopie, ou plutôt de cette dystopie de gauche. Je le dis sans honte, même si le risque zéro, évidemment, n'existe pas, les morts du Bataclan, les morts du Stade de France, les morts sur les terrasses parisiennes auraient pu être évitées. Si l'Europe n'avait pas ouvert ses frontières comme elle l'a fait sous pression gauchiste en 2015, si l'idéologie de gauche n'avait pas eu une telle emprise sur la société, tout aurait été différent. Alors, revenons à ce qui s'est passé ce 13 novembre avec cette équipe de terroristes islamistes, tous passés par la route des migrants en 2015, qui ont donc rejoint Paris depuis la Belgique pour commettre leurs crimes abominables, avec quand même un contexte général. Il faut l'avoir en tête, et c'est parfaitement rappelé par ce tweetos Marc Vanguard, que je vous invite vraiment à suivre. Il montre que la France était confrontée à une vague d'attentats islamistes délirante. En juin 2015, on avait déjà eu un acte terroriste. En avril 2015, avec Aurélie Châtelain,
qui a été tué. On avait Amédi Koulibaly, c'était l'hypercachère. Bien sûr Charlie Hebdo, il y a également eu Mohamed Merah en 2012. Bref, on était vraiment dans un contexte brûlant avec des attentats terroristes très réguliers. Et ce 13 novembre, toutes les limites sont repoussées avec des attentats extrêmement meurtriers. Je vous invite, pour revoir un petit peu les faits dans leur déroulé chronologique, c'est parfaitement résumé. Je vous invite à regarder cette vidéo du Monde qui revient sur toutes les étapes. Franchement, c'est du très bon boulot et ça permet de voir l'horreur de la situation, mais aussi paradoxalement. Alors ça, c'est dur à dire évidemment parce que le bilan humain est absolument catastrophique, hein. Mais paradoxalement, il y avait quand même une sorte d'amateurisme chez les terroristes qui a permis d'éviter vraiment un drame cataclysmique, parce qu'ils avaient vraiment de quoi tuer des centaines et des centaines de personnes, peut-être même encore plus, hein. Vraiment entre les gilets explosifs, les munitions, des milliers de munitions qui étaient à leur disposition. Bon, ça a été un carnage, évidemment, mais dans ce drame absolu, notamment au Stade de France, on a pu voir que les types étaient quand même pas du tout efficaces, et heureusement, hein, évidemment, c'est pas une critique, enfin je m'en réjouis, et ça veut pas dire qu'ils ont pas tué ou blessé des gens là-bas, ils ont tué une personne et blessé plusieurs autres, mais ils auraient pu faire beaucoup plus de dégâts s'ils avaient été un peu plus malins, s'ils avaient un peu plus préparé leurs attaques. Et d'ailleurs, dans ce reportage du Monde, on voit à quel point la préparation est faite au dernier moment, c'est-à-dire que dans leur planque parisienne, ces terroristes, eh bien, ils décident, la veille du jour fatidique, des cibles. Par exemple, ils recherchent sur Internet les plans du Bataclan et ils se renseignent sur le groupe qui va jouer, mais ils le font 24 heures avant le drame. Donc c'est vraiment au dernier moment. Pareil, au Stade de France, on se rend compte que les types ont pas de billets, savent même pas comment rentrer. Enfin, ils se retrouvent finalement, après 21h15, la partie avait commencé à 21h, à errer autour du stade alors qu'il n'y a plus personne autour. Donc heureusement que certains des types étaient pas doués. Alors évidemment, le bilan est quand même catastrophique, bien entendu, et c'est vraiment l'acte de terrorisme le plus mortel jamais vécu en France, je pense. Hein. En tout cas, on n'est pas loin. Peut-être sur la période algérienne, on pourrait discuter un petit peu, mais là, c'est clairement quelque chose qui a marqué l'histoire de France, tout simplement. Et les terroristes ont fait plus de 130 morts, plus de 400 blessés. Enfin, c'est juste un bilan qui est absolument dramatique, hein. Alors, on a ce tweet que j'ai voulu évoquer avec vous. On a une journaliste de l'Express qui déclare « Au Bataclan, la terrasse des cafés, au Stade de France, les Kalachnikovs ont décimé à l'aveugle. Ceux qui étaient Charlie et ceux qui ne l'étaient pas. Les athées, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les deux gauches, les deux droites, les laïcs. » Et les autres. Les terroristes n'ont pas du tout décimé à l'aveugle. Alors bien entendu, quand ils ont tiré en rafale sur des terrasses bondées, ils n'ont pas regardé qui était qui. Bien entendu. Donc il y a des victimes musulmanes, peut-être, parmi les gens du 13 novembre. Mais par contre, quand ils avaient l'occasion de voir d'un peu plus près leurs victimes, eh bien, il y a eu des cas où les terroristes ont épargné des gens qui leur paraissaient être comme eux. On a un exemple dans cet article du Parisien, attentat à Paris dans l'enfer du Bataclan, où on a ce témoignage. Les tueurs sont impitoyables. Ils ont pourtant épargné Alexis, un jeune majeur typé, comme le décrit une amie, dont la peau mate le fait souvent passer pour un jeune d'origine maghrébine. Ils l'ont visé, puis se sont repris, explique cette proche. Ils lui ont dit « Toi, t'es des nôtres !» Et ils ont tiré sur un autre jeune à ses côtés. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une tuerie complètement aveugle de la part des terroristes. Ils ont épargné quelqu'un qu'ils considéraient comme extra-européen, comme arabe, comme possiblement musulman. Bref, au-delà de ça, sur tout ce drame abominable, je vous encourage vivement donc à regarder la vidéo du Monde. J'ai aussi réalisé une vidéo sur ma chaîne secondaire, ma chaîne plutôt culturelle, qui s'appelle Sun Vibes, je vais vous mettre le lien en description. C'est une vidéo qui sera dédiée à la série Des Vivants, produite par France Télévisions, qui évoque le cas de ces otages du Bataclan. Là aussi, on a vraiment une histoire dans l'histoire qui est assez extraordinaire, et j'en parle dans cette vidéo, donc je vous invite vivement à aller la voir, elle sera disponible ce 13 novembre au soir, et ça me donnera l'occasion d'évoquer des sujets que j'évoque pas forcément dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc pour revenir à ce qui s'est passé ce 13 novembre, on a eu les terroristes qui ont tous été tués, sauf un, Salah Abdeslam, qu'on voit ici sur cette image. Salah Abdeslam, c'était un des membres du commando qui a convoyé déjà la plupart des terroristes depuis la Hongrie, où ils étaient arrivés par la route des migrants jusqu'en Belgique, puis ensuite il a participé avec son frère au commando terroriste qui s'est rendu sur Paris. Il a déposé les terroristes au Stade de France, et ensuite, c'est un peu le mystère qui n'a pas été levé par le procès, soit il a décidé d'abandonner un peu son poste et de s'enfuir sans perpétrer de crime, soit son matériel a dysfonctionné et il s'est enfui pour éviter d'être capturé par les policiers. Il y a des témoins qui le placent aux terrasses. En tout cas, il a participé au commando, c'est sûr et certain, et c'est pour ça qu'il a été condamné. Mais le problème, c'est que, vu qu'on n'a plus la peine de
de mort dans ce pays. Et ça, vraiment, c'est un drame absolu, parce que autant la peine de mort, vous savez, moi, je peux comprendre les débats, je peux comprendre que dans certains cas, ça soit quand même compliqué, mais par contre, pour certaines situations très précises, pour certaines condamnations, comme celle, par exemple, de Salah Abdeslam, où on peut penser à la meurtrière de Lola, pour moi, la peine de mort est la seule solution. Surtout que ça permet d'éviter tout le cirque auquel on est en train d'assister en ce moment, qui est tout simplement insupportable. D'abord, un mot quand même de la directrice générale de la DGSI, donc ce sont les renseignements intérieurs, qui connaît donc parfaitement le dossier, et pour elle, Salah Abdeslam reste radicalisé. C'est toujours un djihadiste, c'est toujours un musulman radical capable de terrorisme. Voilà ce que nous dit la directrice générale de la DGSI. Et ça a été appuyé par cette polémique incroyable, et là je dois vous avouer que j'ai été scotché, puisque Salah Abdeslam, en prison, avait accès à un ordinateur grâce aux visites conjugales auxquelles il a le droit en prison. C'est de la folie totale. Vraiment, là, on est en dehors de ce qui est concevable. Ce type-là, franchement, il mérite d'être neutralisé définitivement et on n'en parle plus. Mais donc, il a eu une compagne, ils sont séparés entre-temps, une compagne radicalisée, une jeune Française avec qui il a d'abord échangé par lettres, puis ensuite, ils se sont rencontrés, ils ont eu droit à des visites conjugales. Il a eu le droit d'avoir des contacts physiques avec elle. Il a eu le droit d'expérimenter l'amour charnel, quoi. C'est un truc de dingue. Le type est en prison, perpétuité, terroriste, l'un des pires terroristes de l'histoire de France. Mais malgré tout, il a le droit de voir sa nana en prison. Bon. Donc cette ex-compagne, elle a également eu le temps de lui passer une clé USB. Voilà, une clé USB contenant des éléments de propagande djihadiste, des chants djihadistes, du contenu religieux, enfin... C'est de la folie. Et le truc qui est dingue là-dedans, c'est que cette ex-compagne, eh bien, elle a été mise en examen dans un projet d'attentat. Alors, a priori, Salah Abdeslam n'a pas grand-chose à voir directement, mais enfin indirectement, parce qu'il a échangé avec elle, parce qu'il a participé à sa radicalisation. Eh bien, évidemment qu'il y a quand même un lien. Et donc, on a le terroriste du 13 novembre qui se retrouve mêlé à un projet d'attentat, puisque c'est son ex-compagne qui voulait le mener. Depuis sa cellule, il est capable, indirectement, d'être lié à tout ça. Mais enfin, c'est pas possible. C'est pour ça que je vous parle d'un cirque. C'est typiquement ce genre de situation que la peine de mort permet d'éviter. On se complique pas la vie, on en finit aussi avec le coût financier d'un type comme ça, parce que là, c'est des millions d'euros qui nous a coûté avec les frais de déplacement, parce qu'à chaque fois qu'il se déplace pour aller comparaître, il y a évidemment toutes les forces de police qui sont mobilisées, des hélicoptères, des snipers, etc., etc. En prison, il a une surveillance particulière. Bref, c'est un type qui coûte un fric monstrueux à l'État. Donc la peine de mort, ça permet d'éviter ça permet d'éviter toutes ces relations possibles avec des femmes, ou même d'ailleurs avec des hommes, non pas des relations amoureuses, mais des relations finalement de camaraderie djihadiste, parce qu'il peut envoyer des lettres. Enfin, bref, stop. Mais malheureusement, évidemment, ça continue, et là, on est vraiment à l'apogée de l'horreur. Regardez ce que les médias évoquent depuis quelques jours, vers un apaisement social entre Salah Abdeslam et les victimes du 13 novembre. Son avocate affirme que Salah Abdeslam est ouvert à une démarche de justice restaurative. On est vraiment dans la gauche absolue là. Donc une démarche de justice restaurative avec des parties civiles, certaines souhaitant entrer en contact avec lui. Selon son avocate, Olivia Ronen, il souhaite rencontrer certaines victimes du 13 novembre. Il aimerait pouvoir expliquer la situation et peut-être discuter, ouvrir une porte aux parties civiles. Donc là, clairement, on entre dans des situations qui sont insupportable, avec les avocats gauchistes qui vont pousser au maximum pour se mettre dans la lumière, et aussi par folie ethnomasochiste et finalement de haine de soi et de la civilisation, qui est vraiment le truc qui est propre à la gauche. Bref, on va pas rentrer dans les détails psychologiques, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais on a des avocats gauchistes qui voient ça comme une manière d'aller jusqu'au bout de leur discours, de leur utopie gauchiste, et donc ils vont pousser pour que Salah Abdeslam rencontre des victimes et finalement se déradicalise. Voilà. Avec derrière, pourquoi pas, au bout du bout, parce que vous savez, même s'il y a une perpétuité réelle incompressible, en fait, on est quand même libérable au bout d'un certain nombre d'années, parce qu'il y a quand même des jurisprudences qui permettent d'obtenir sa liberté. Bon, bref. Mais donc, on va peut-être avoir, au bout du bout, un cirque Salah Abdeslam qui se déradicalise, qui va rencontrer les victimes, qui fait amende honorable, qui nous assure qu'il a changé, et puis qui ensuite sera libéré. Et peut-être même aura-t-il vraiment changé? C'est-à-dire qu'il prendra conscience de ses actes, etc. Mais le problème, et ça les gauchistes ils n'arrivent pas à concevoir ça, c'est que les attentats qu'il a commis, ils ont été commis. Les morts du Bataclan, ils reviendront pas, ils n'auront pas le droit à une justice restaurative, les blessés non plus. Donc c'est inacceptable de voir tout ce cirque qui peut amener ultimement à sa libération. Désolé, mais même s'il devient un gars bien
bien en prison, ça n'enlèvera rien de la gravité extrême des actes qu'il a commis, et donc de la nécessité absolue qu'il purge sa peine jusqu'au bout. Et c'est franchement toutes ces considérations-là qui me font dire que la peine de mort, c'était quand même vraiment la solution adéquate. Regardez au passage quand même son avocate, c'est quand même assez extraordinaire de voir un tel degré de gauchisme. On l'écoute. Maître Olivia Ronan, vous avez évoqué la patronne de la DGSI. Elle a dit hier que votre client restait radicalisé. Il est une menace aujourd'hui. Enfin, il reste radicalisé, c'est la vie de la patronne de la DGSI. Donc, est-ce qu'il reste une menace? Il est quand même en détention et extrêmement sécurisé, là, ça aussi. C'est incroyable parce qu'elle nous dit ça. Alors déjà, elle minore la parole de la patronne de la DGSI en disant voilà, c'est un avis parmi d'autres. C'est un avis quand même un peu éclairé quand même. Hein. Et puis c'est pas une menace depuis sa cellule. Bah si. On voit qu'il a échangé avec son ex-compagne, qu'il a pu recevoir une clé USB avec de la propagande djihadiste, donc c'est de la folie furieuse. Et leurs échanges ont pu participer à la radicalisation de celle-ci, allant jusqu'à l'amener à commettre un attentat. Bon, donc là, on est vraiment face à du mensonge de la part de cette avocate. C'est waouh, c'est très chaud. Hein. Et par ailleurs, on a des choses qui vont plutôt dans le sens inverse. Alors, pour le moment, j'y vais pas plus. On a une personne qui essaie d'accéder à l'éducation, par exemple. On a une personne qui essaie d'accéder à l'éducation. On a une personne... Ça, c'est la gauche, quoi. Ah bah ça y est, il veut changer sa vie, il va reconnaître ses torts, donc on doit le pardonner. Incroyable. Incroyable. Qui par ailleurs a présenté des excuses aux parties civiles lors de son procès, ce qui est quand même suffisamment rare pour être souligné et ce qui était tout à fait inespéré, et une personne aussi qui potentiellement aimerait pouvoir expliquer un peu la situation et peut-être discuter, ouvrir une porte aux parties civiles, si toutefois celles-ci le souhaitent. Vraiment, là on a face à nous quelqu'un qui représente parfaitement le drame de cette situation, quelqu'un qui, peut-être par attrait des projecteurs, hein, de l'attention médiatique, c'est une possibilité, peut-être par gauchisme pur, va tout faire, qui va dédier sa vie, sa carrière d'avocate à faire en sorte que Salah Abdeslam soit réhabilité. Ça va être ça son combat. Et il y en a d'autres, hein. Il n'a pas qu'un seul avocat, il en a 4 je crois, et qui sont tous dans la même logique. Et donc on va avoir un Salah Abdeslam qui, s'il est malin, va pouvoir s'en sortir. Parce que s'il adopte le bon discours, même s'il n'en croit pas un seul mot, je peux vous dire que les gauchistes vont adorer. Et donc, dans quelques années, dans quelques décennies, quand il va pouvoir quand même demander une libération, il va pouvoir demander à être libérable, en s'appuyant sur des jurisprudences européennes et compagnie, eh bien, il va peut-être pouvoir sortir ensuite. Et la gauche va adorer ce scénario, elle va tout faire pour le pousser au maximum dans les années, dans les décennies qui viennent. Et c'est pour ça que la peine de mort, c'est bien plus simple, surtout sur un cas aussi extrême, où là, franchement, bon, il n'y a pas de débat de manière générale. Alors pour se faire une idée de l'aveuglement, voire finalement, d'une certaine manière, hein, de la dangerosité de cette avocate, écoutez-la parler sur le plateau de Quotidien de Salah Abdeslam. Franchement, c'est édifiant. J'ai vu que le contact était bon. Contrairement à toutes les idées qu'on avait pu se faire, c'est quelqu'un qui est très humain. C'est quelqu'un avec lequel on peut discuter. Non mais vous imaginez l'indécence totale de ces propos pour toutes les victimes du Bataclan, pour leurs proches qui regardent ça. Cette avocate de gauche complètement émerveillée par l'un des pires terroristes de l'histoire française, c'est sidérant. Et c'est quelqu'un avec lequel on peut construire quelque chose. C'est difficile vous entendre dire que c'est quelqu'un de très humain. Et pourtant... Regardez, mais c'est quoi? C'est une fascination presque amoureuse. Je sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, c'est une fièvre, un petit peu une fièvre religieuse. La religion, le dogme de gauche. C'est waouh, c'est incroyable. Moi, je suis contre les idées toutes faites qui viennent dire qu'une personne est à exclure de l'humanité, que c'est un monstre, que c'est quelqu'un d'inhumain. Non, je pense que les faits qui lui sont reprochés sont au contraire très humains. Stop, là, c'est juste pas possible. Voilà, je pense qu'il y a un moment, les avocats doivent se calmer. Bien entendu, tout accusé a le droit à une défense. Pas de souci là-dessus, donc que ces avocats fassent leur boulot, moi j'ai aucun problème avec ça. Par contre, qu'ils en fassent des caisses là-dessus et qu'ils portent un message qui est franchement militant, là il n'y a pas d'autre mot, et qui peut en plus blesser outrageusement les gens qui regardent ça, là c'est mort. Là on est dans le militantisme politique appliqué au champ judiciaire, mais c'est un discours qui est absolument inentendable. Qui réserve ce discours-là à la limite aux juges, aux jurés. Mais pas au plateau télé, c'est hors de question, c'est d'une indécence folle. Et vous voyez que là, la gauche, on la retrouvait dans l'aveuglement avant les attentats, et on la retrouve dans l'aveuglement après. C'est une constante,
C'est vraiment un mal profond contre lequel il faut absolument se mobiliser. C'est pas possible de laisser un tel pouvoir à des gens comme ça. Et s'il y a bien un élément de ce drame qui est malheureusement marqué du sceau du gauchisme, c'est bien la réaction globale des Français. Alors évidemment, je parle en moyenne, il y a des gens qui ont eu la bonne réaction, bien entendu, mais il y a quand même eu une réaction globale qui n'a pas du tout été à la hauteur du drame. Je veux penser bien sûr à tout ce discours type « vous n'aurez pas ma haine ». Voilà, c'était quand même un discours qui était tellement mis en avant par les médias après le 13 novembre. Voilà, vous n'aurez pas ma haine. La lettre d'Antoine Léris qui a été publiée dans Le Monde le 17 novembre avec cet homme qui en a fait un ouvrage. Et c'était vraiment le thème général. Là, je prends ce texte-là comme un symbole, mais il y avait dans les réactions générales des Français quelque chose qui était de l'ordre de la faiblesse. N'ayons pas peur des mots. Une incapacité à décrire déjà ce qui s'était passé. Avec le terme terroriste islamiste qui a quand même mis un peu de temps à s'imposer. Et à gauche, ça a été très douloureux. Et ça l'est toujours d'ailleurs très compliqué pour eux de dire les choses. Il y a eu un manque de vitalité, de volonté de vivre, de volonté de puissance de la part des Français face à ces attaques. Parce que là, vous n'aurez pas ma haine, je ne répondrai pas à cette attaque par la colère. C'est juste pas possible. Bien entendu que se laisser dominer par ses émotions, c'est pas le truc parfait, d'accord? Mais là, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être rempli de haine contre ces terroristes et contre ceux qui ont permis que ces actes abominables adviennent. On a non seulement le droit, mais on a aussi le devoir, parce que s'il n'y a pas de colère, alors pas une colère qui part dans tous les sens, une colère froide, saine, dirigée, qui permet l'action, cette colère-là, elle permet d'éviter que des attentats terroristes puissent se reproduire. Mais quand on a comme discours phare, malheureusement, le « vous n'aurez pas ma haine », il y a un problème. Alors attention, je n'attaque évidemment pas les gens qui avaient ce discours-là parmi les victimes. Je pense que c'est logique que parmi toutes les victimes, il y ait des gens qui surmontent leur traumatisme de cette manière-là, par l'amour, bon pourquoi pas. Mais je pense que par contre, en tant que société, il y a un moment où, face à des terroristes islamistes qui ont commis le pire et qui vont être suivis par d'autres, parce qu'il y a eu Samuel Paty, il y a eu Nice ensuite, enfin bon, c'est pas fini malheureusement, on peut pas juste se contenter de fleurs, de bougies et de discours lénifiants. Il faut au contraire agir, il faut nommer les choses, prendre conscience de la dangerosité de l'immigration extra-européenne massive et notamment de son versant islamique. Voilà, il n'y a pas que ça comme problématique avec l'immigration extra-européenne, mais bon, là en l'occurrence, c'est quand même ce qui a provoqué cet attentat. Donc il faut prendre conscience de la dangerosité de tout ça et mettre en place des mesures politiques qui permettent de circonscrire les possibles attentats à venir. Mais c'est pas avec un discours gnangnan qu'on y arrivera. Et le pire là-dedans, c'est que ça illustre parfaitement quelque chose dont j'ai conscience, mais que j'ai un peu de mal à verbaliser, tant c'est un petit peu défaitiste, et vous savez, bon moi j'essaie de pas être trop défaitiste, il y a des signaux positifs, bien sûr, tout le monde n'a pas réagi de cette manière-là, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en France qui ont le cerveau qui est totalement gangréné par l'idéologie de gauche, qui ne changeront pas d'avis, même après un attentat terroriste qu'ils subissent. Ça, c'est incroyable. Il y a des gens, malheureusement, et c'est terrible, enfin vraiment, je souhaite à aucun gauchiste de vivre ça, au contraire, vraiment, moi si j'étais au pouvoir, ou si des gens qui partageaient mes idées étaient au pouvoir, il n'y aurait certainement pas eu ces attentats-là, et il y en aurait eu presque aucun autre, je pense. Bon, mais donc, je ne le souhaite absolument pas, mais il y a des gens qui sont vraiment loin dans l'idéologie de gauche, qui, même après un attentat terroriste, ne changent pas d'avis sur la société, sur la religion musulmane, sur l'immigration, etc. C'est terrible à dire, vraiment terrible, et je m'en veux presque de prononcer ces mots, mais c'est la réalité. Il leur en faut plus, voilà. Il leur en faut plus qu'un attentat terroriste. Il leur en faut plus qu'un djihadiste qui leur tire dessus avec une Kalachnikov. Tout comme il y a des gens qui, même si un de leurs proches ou eux-mêmes subissaient un viol par un migrant sous OQTF, ne comprendraient pas le problème. Il en faudrait encore plus. C'est horrible, vraiment, je me répète, mais c'est une illustration, tout ça. Et on a un exemple qui est terrible, voilà. Donc là encore, je ne juge pas la personne, et ce sont sans doute des gens très bien par ailleurs, mais vraiment, symboliquement, ce que le discours qui est tenu par ces deux personnes qui ont subi l'attentat du Bataclan, symboliquement, ce discours-là, il est tellement révélateur politiquement que je vous en parle. Donc dans cet article, on apprend que ces deux personnes qui sont des survivants du Bataclan ne se rendront peut-être pas à la cérémonie du 13 novembre. Pourquoi ? Le 13, il y aura un fond d'extrême droite, de racisme, nous dit Maxime. Ça va me faire vomir. J'ai des proches qui, depuis les événements, se sont radicalisés. Oui, tu m'étonnes. On a quelqu'un qui, même s'il a subi le Bataclan, en veut toujours à l'extrême droite et au racisme. C'est lunaire de voir ça. De la même manière, il y avait cet aveuglement incroyable avec cette censure des images de l'intérieur du Bataclan.
Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y avait vraiment une censure immédiate ou quasi immédiate de toutes ces images où l'on voyait les corps. Alors effectivement, c'était une image qui était très dure, qui était terrible. Et le fait qu'elle soit accessible pouvait choquer les victimes, j'en suis totalement conscient. Mais malgré tout, c'était un témoignage visuel, édifiant et nécessaire de la violence du terrorisme islamique en France, et pour ça, les Français auraient pu quand même avoir des images. Je suis certain que si ça avait été des terroristes d'ultra giga droite qui avaient attaqué le Bataclan, je pense qu'on aurait eu toutes les images, toutes les vidéos, toutes les pistes audio, parce que ça aurait servi justement à voir en face l'horreur de l'ultra giga droite, etc. Vous voyez un peu que là, les gauchistes, ils auraient été du côté de la diffusion des images. Donc, dans ces images censurées, je vois aussi quand même quelque chose qui est un peu de l'ordre de la faiblesse. De manière générale, il y a chez tous ceux qui ont ce discours « vous n'aurez pas ma haine », qui ont ce discours de gauche en fait, il y a vraiment une incapacité à comprendre les implications futures d'une courbe démographique. Voilà. Plus il y a d'immigration extra-européenne, plus il y a de musulmans, plus il y a d'islamisation, et plus il y a de gens qui sont capables de commettre des crimes au nom de leur religion. Il y a aussi chez eux l'incapacité à comprendre les différences civilisationnelles, d'empathie, de rapport au monde entre les Européens et certaines populations extra-européennes. Il y a cette cécité glaçante de la gauche qui importe des millions de personnes sur notre territoire sans rien comprendre aux implications concrètes de tout ça. Alors évidemment, le terrorisme islamiste, c'est qu'une partie de ces problématiques, qui sont vraiment très très larges, puisqu'on a finalement la tiers-mondisation et au bout du bout, la fin de civilisation, donc ça c'est vraiment des problématiques gigantesques. Et à cet égard, le terrorisme islamique, aussi meurtrier et aussi dégueulasse soit-il, vraiment le 13 novembre nous l'a appris de manière éclatante, c'est vrai qu'il y a quand même d'autres préoccupations. Néanmoins, le terrorisme, c'est quand même quelque chose qui existe toujours, qui n'est pas mort. L'année dernière, on a la patronne de la DGSI qui nous apprend que l'État a déjoué 9 projets d'attentats. C'est un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis un temps significatif dans notre pays. Par ailleurs, poursuit-elle, en 2025, nous avons d'ores et déjà déjoué 6 projets d'attentats. Parmi ces projets, 3 femmes, donc là on est sur du terrorisme féminin, ce qui est quand même particulier, qui ont été arrêtées après avoir évoqué l'idée d'attaquer des terrasses de café ou une salle de concert. Donc vous voyez, l'idée de reproduire ce qui s'est passé le 13 novembre, et le fait qu'elles se rencontrent pour aller plus loin, a déclenché leur arrestation au début d'octobre. Vous voyez que la menace djihadiste, elle est toujours là. Mais c'est normal, parce que les mesures politiques nécessaires ne sont pas prises. Il y a des gens qui doivent être, déjà, en meilleur état de nuire, définitivement, type les salabs d'Eslam, qui sont des figures qui attirent beaucoup d'apprentis djihadistes. Déjà, hop, ça, on évacue, on n'en parle plus, on en finit avec ce cirque. Mais en plus de ça, tous les gens qui sont suspectés de djihadisme, comme ça, avec des projets d'attentats qui prennent une forme concrète, mais c'est dehors, c'est prison à vie. Pourquoi pas la peine capitale aussi pour ces cas-là, mais bon là je suis un peu plus réservé quand même parce qu'il n'y a pas d'acte commis, donc bon, vaut mieux pas. Mais c'est peine de prison la plus longue possible, et puis c'est expulsion du pays. Avec derrière, évidemment, contrôle strict aux frontières pour éviter que ces gens-là ne rentrent. Donc il faut une coordination européenne, il faut que tout le monde se réveille, mais ça tombe bien parce qu'en Europe, il y a quand même beaucoup de pays, la Hongrie, la Pologne, l'Italie, qui commencent à se rendre compte qu'il y a des problématiques avec l'immigration et avec les terroristes islamistes. Mais il faut agir. Il n'y a pas d'autre choix. Et quand on agit, eh bien, on réduit le risque d'attentat, non pas à 0, parce que c'est quand même compliqué, mais par contre, on le réduit quand même drastiquement. Et c'est ça qu'il faut avoir en ligne de mire. Mais pour en arriver là, eh bien, il faut en finir avec l'emprise idéologique de la gauche sur toutes nos institutions, parce que c'est vital en fait. Allez, pour conclure quand même avec quelque chose de positif, il y a des survivants du 13 novembre qui ont un discours qui est totalement sain, normal et même positif, celui de nommer déjà l'ennemi, l'islamisme, et ensuite d'appeler aux bonnes mesures. On a ici Olivier Fischer, survivant donc du 13 novembre, qui a publié ce jour une tribune dans le Figaro. L'hommage aux victimes du 13 novembre doit être le point de départ de notre résistance à l'islamisme. Voilà ce qu'il écrit entre autres. Face au danger de l'islamisme, les ayatollahs de la bonne conscience veillent. Ils verrouillent toute pensée dissidente, toute parole jugée offensive, tout effort pour nommer les causes qui ont conduit au 13 novembre 2015. Et, en guise de réponse, ils ne proposent qu'un exutoire festif aux maux que nous devrions affronter. Victimes des attentats islamistes du 13 novembre 2015, je lance un appel. Cet hommage aux victimes des attentats du 13 novembre doit être celui qui annonce notre intransigeance, le point de départ de notre résistance concrète à l'islamisme. Libérez-vous, nommez les choses, vous avez le droit de parler, le devoir de défendre la mémoire des morts. Et aucun discours, ni même l'injonction festive de ceux qui, par confort, nient la réalité, ne pourra nous faire oublier qu'à travers eux, ces djihadistes ont attaqué la France. L'islamisme a muté, notre colère aussi. Elle est devenue lucide, c'est une colère suffisante pour interdire demain que ne se reproduisent d'autres 13 novembre 2015. Et c'est sur ces mots positifs et combatifs que je vais conclure cette vidéo. Le 13 novembre 2015 a été l'irruption de l'horreur absolue
en France, et il est de notre devoir de faire en sorte que plus jamais un tel drame se reproduise.